Bonjour, bienvenue au podcast Connexion Primordiale en balade avec Paul. Merci beaucoup de m'accompagner dans ma promenade quotidienne. Dans ce podcast, aujourd'hui, on va parler du réflexe de gravité. Alors, je l'ai déjà évoqué dans plusieurs épisodes, donc je me suis dit que c'était intéressant de s'y attarder un petit peu là. À force de l'évoquer, il faut le passer en revue de manière un peu plus sérieuse. Alors avant de présenter le réflexe de gravité, sachez que ce réflexe de gravité fait partie de ce qu'on appelle les réflexes de vie. Les réflexes de vie, c'est pas les réflexes qui ont été découverts en premier, si je puis dire. Alors oui et non, je m'explique. Dans le monde des réflexes archaïques, on a d'abord parlé des réflexes archaïques connus comme le réflexe tonique asymétrique du cou, le symétrique du cou, le Moro, l'agrippement, qui sont des réflexes qui sont censés s'inhiber à un moment donné. Et puis, ce qui se passe, c'est que, évidemment, des ergothérapeutes et des psychologues et des spécialistes en général de l'enfance et des difficultés d'apprentissage se sont rendus compte que certains de ces réflexes ne s'inhibaient pas comme ils étaient supposés le faire chez les enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage. Et ils ont vu que autre chose intéressante, c'est que en travaillant sur ces réflexes archaïques, en les inhibant avec différentes techniques, on améliorait les compétences d'apprentissage. Donc ils se sont concentrés sur ces réflexes archaïques présents à la naissance et qui, dans certains cas, ne s'intègrent pas dans l'ensemble du développement du corps. Et puis parallèlement, il y en a qui sont mis à réfléchir à d'autres types de réflexes qu'on a quand on est grand et qui servent surtout au niveau postural. Et en particulier, chez Peter Blight, Sally Godard, ils ont parlé de ce qu'ils appellent les réflexes posturaux. Alors, c'était évidemment connu depuis belle lurette par les podologues, les posturologues, les kinésithérapeutes et les spécialistes de différentes choses, qui est quelles sont les réactions, ça s'appelle des réactions posturales. Comment on tient debout ? C'est pas conscient. Ce sont des réactions inconscientes face à la gravité. C'est pourquoi il parle de réaction. Comment notre corps réagit à la gravité en permanence pour tenir debout ou pour nous mettre en mouvement. Moi, je suis conscient, par exemple, avec ma main, d'attraper quelque chose. Donc quand je vais attraper quelque chose qui est devant moi, ça va modifier mon poids du corps vers l'avant. Et s'il n'y a pas des tas de muscles à l'arrière de mon corps qui se contractent, je tombe vers l'avant dès que je déplace mon bras. Mon bras, il fait 2 kilos ou quoi. Si je lève mon bras, je tomberai en avant. Donc moi, j'ai conscience de ce que fait mon bras pour attraper. Mais je n'ai absolument pas conscience de tous les réflexes désolé pour tous ces bruits de voiture. Je n'ai absolument pas conscience de tous les réflexes, de toutes les réactions posturales qui s'activent pour me permettre de réaliser mon geste. Et donc, les podologues et tout, ils ont des plateformes de stabilométrie pour regarder la répartition du poids du corps. Et puis, les kinés et tout, ils ont des électromyogrammes. Ça, c'est intéressant. Des électromyogrammes qui regardent quels muscles s'activent à quel moment, de voir l'électricité dans les muscles. Parce que des fois, ça s'active les muscles sans qu'on bouge. Juste pour stabiliser la posture. C'est presque fini, les voitures. Si vous n'avez pas assisté à des débats de kiné, j'ai vu des disputes de kiné, moi, dans ma vie. C'est assez drôle. Bon, c'était dans des formations. Par exemple, il y en a qui disaient « Oui, là, quand on est debout, il y a tel muscle qui s'active. Et puis, le psoas s'est activé. Et puis, les jumeaux, les machins. » Puis un autre qui dit « Mais pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. » Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui sort la preuve ultime. « Si, j'ai lu une étude électro-myographie qui prouve que celui-là, il s'active à 30% et tout. » Alors là, on ne peut pas dire mieux. Donc ça fait rigoler, voilà.
tout d'un coup la preuve ultime. Et évidemment, c'est pas totalement faux. C'est parfois il y a des contractions qui sont pas visibles puisqu'elles sont posturales, qui me maintiennent. Et donc je suis pas en train d'exercer un geste, mais d'organiser la posture pour que le geste puisse se faire. Et aujourd'hui, la science nous met en évidence une chose qui est passionnante, c'est que j'ai parlé d'avancer mon bras pour attraper quelque chose, mais évidemment mon cerveau il anticipe, alors je dis mon cerveau, mon système nerveux il anticipe, et la réalité c'est que en fait, avant de bouger mon bras, les muscles posturaux se sont organisés, se sont contractés. Parce qu'évidemment, si ça arrive après coup, je vais être déséquilibré et je vais tomber. Donc il faut que ce soit avant. Donc avant que je fasse mon geste, il y a une organisation posturale qui s'effectue, il y a une anticipation. Ça, c'est passionnant. Alors, ça, les gens du monde des réflexes ont décidé d'appeler ça des réflexes posturaux. Et puis, Svetlana Mazgotova, plus tard, elle a vu qu'il y avait des... Et donc, ces réflexes posturaux, ils se définissent comme émergents après les réflexes archaïques. Oui, c'est logique. Au début, c'est ma motricité archaïque, et puis j'ai pas encore de réflexes posturaux parce que tout simplement, l'enfant, il ne s'assoit pas, il tient pas sa tête, il ne tient pas debout, donc il ne fait pas face à la gravité, et du coup, il n'a pas besoin de réflexes posturaux. Mais au fur et à mesure que son tonus corporel se modifie, que les extenseurs s'activent, etc., eh bien, il va avoir besoin de stabiliser sa posture. Et il va faire ça. C'est la prise de relais des réflexes posturaux. Et ces réflexes posturaux doivent rester tout au long de notre vie. En particulier, si on travaille avec des personnes âgées, c'est très important de vérifier que ces réflexes soient là, parce que personnes âgées peuvent avoir justement des déséquilibres de posture, des pertes d'équilibre, etc. Et donc c'est important de vérifier, et c'est ce que font aussi les kinésithérapeutes et les podologues en travaillant avec les personnes âgées, que tous nos systèmes là, posturaux fonctionnent bien. Donc ils se définissent différemment des réflexes archaïques. Les réflexes archaïques sont, sauf rares exceptions, présents à la naissance, et puis ils vont s'inhiber, et ils vont ensuite passer le relais aux réflexes de vue dits posturaux qui ne sont pas présents à la naissance, qui émergent progressivement, et qui doivent rester présents tout au long de notre vie. Mais Mazgotova s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'autres réflexes, sortes de réflexes, qui ne sont pas présents à la naissance et qui restent présents tout au long de notre vie. Mais que ces réflexes-là ne sont pas des réflexes liés à la posture. Je vais citer par exemple le réflexe d'orientation cognitive de Pavlov, le réflexe de curiosité. C'est véritablement un réflexe chez l'être humain. On est curieux, on est très curieux. Ça, c'est un réflexe qu'on doit garder tout au long de notre vie, qui n'est pas forcément là au tout démarrage après la naissance, qui émerge progressivement, et qu'on doit garder tout au long de notre vie, mais qui n'est pas postural. Mais il y en a d'autres, des réflexes comme ça, qui émergent après la naissance, qu'on garde tout au long de notre vie et qui ne sont pas posturales. Du coup, Mazgotova a proposé une autre terminologie qu'on aime beaucoup, ça s'appelle ça lifelong reflexes. Lifelong. Donc si on traduit, lifelong, c'est durée de vie, réflexe durée de vie, qui dure tout au long de la vie. Réflexe qui dure tout au long de la vie. Donc comme j'ai eu l'honneur d'être le premier à l'inviter en langue française, quand j'ai été donc le premier à traduire ses travaux, j'ai appelé ça les réflexes de vie. En français, on comprend bien ce que ça veut dire, c'est réflexes qu'on garde tout au long de notre vie. Et donc, la grande majorité, je ne sais pas à combien, mais plus de 90% de ces réflexes de vie sont des réflexes posturaux. Donc chez Peter Wright, Sally Godard, ils travaillent qu'avec des réflexes de vie qui sont posturaux, donc eux travaillent que sur les réflexes posturaux. Voilà. Et c'est pour ça qu'il appelle ainsi. Mais Mazgotova, encore une fois, chez Peter Blight, Sally Godard, on travaille en tout et pour tout avec une quinzaine de réflexes entre les archaïques et les posturaux. Alors que chez Mazgotova, on est à plus de 30. Donc évidemment, ça a nécessité plus de catégories, plus de réflexions sur l'organisation de tout ça. Bref, tout ça pour en venir à notre réflexe du jour, qui est le réflexe de gravité. Et donc, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un réflexe postural et que le terme approprié serait pas réflexe, mais réaction, puisque c'est une réaction face à la gravité. Et cette réaction-là, c'est la réaction de comment je m'organise quand je suis debout, soit en statique, soit en marchant, comme je suis en train de le faire, en bougeant, comment je m'organise entre droite et gauche et avant-arrière. Oui, je dois en permanence trouver un équilibre. Imaginez, vous êtes debout, on vous dit tenez debout sans bouger.
eh bien vous devez vous organiser entre vos muscles de droite et vos muscles de gauche pour rester au centre, entre vos muscles de devant et vos muscles de derrière, donc on dit les chaînes latérales et les chaînes antéro-postérieures, pour vous équilibrer entre avant-arrière, et d'être dans une sorte de centre. Si vous regardez attentivement quelqu'un en lui disant reste debout sans bouger, vous verrez qu'il y a des mini-oscillations. On ne peut pas réellement rester sans bouger. Il y a forcément des oscillations entre droite et gauche et avant-arrière. Et c'est tout à fait normal. Et ces oscillations sont mesurées par les plateformes de stabilométrie des podologues et on peut mesurer les degrés. C'est des tout petits degrés d'oscillation qui font que en fait, la posture est toujours dynamique. Mais évidemment, pourquoi ils ont ce type de plateforme, les podologues? Parce qu'ils voient des gens qui ne sont pas en bonne santé, des gens qui ont des troubles neurologiques ou qui ont eu des accidents ou quoi, et chez qui les oscillations sont beaucoup plus grandes. Donc ce genre de plateforme leur permet de détecter si les oscillations sont plus fortes que ça devrait, et que ça permet aussi de voir, une fois qu'on rééquilibre la personne, soit sous forme d'exercice de mouvement, soit avec des semelles ou d'autres rééducations, si on a une amélioration de ces oscillations. Et donc ça c'est important, quoi. Donc ce réflexe de gravité, cette réaction de gravité, c'est comment je m'organise entre avant-arrière et droite et gauche. Et Mazgutova, elle dit en fait, d'un point de vue biomécanique, c'est comme imaginer un fil à plomb. Sauf que, évidemment, je peux prendre un fil à plomb, le mettre devant moi, ou devant, si on est kiné, je me rappelle quand j'étais gamin et que je suis allé chez le kiné et le podologue, il y avait des kinés qui avaient des sortes de fils à plomb, littéralement, et puis ils nous demandaient de me mettre devant, puis ils mesuraient est-ce que ton épaule, elle est décalée à droite à gauche, ton bassin, ton machin, donc toutes les déviations entre droite et gauche. Et puis ensuite, donc là, le fil à plomb est censé passer entre les deux yeux, sur l'arête du nez, au niveau du sternum, au niveau du pubis, et voilà, et on peut regarder ces variations droite-gauche dans votre posture, et en général les déviations qu'on peut avoir en S, on pense aux scolioses par exemple. Parce qu'on va faire ça aussi évidemment beaucoup dans le dos, pour regarder si la colonne est droite ou pas. En tout cas, c'est ce qui a été fait, et c'est faisable, et ils peuvent mesurer les degrés de déviation. Mais ce fil à plomb, on peut aussi le mettre de profil sur votre côté, on dit traditionnellement qu'on fait passer le haut du fil à plomb au niveau du trou de l'oreille, et ensuite ce fil à plomb doit passer sur le milieu du bras. Donc est-ce que votre épaule elle est en avant ou en arrière de ce fil à plomb? Il doit ensuite passer vers le majeur, sur ce qu'on appelle la couture du pantalon latéralement, et puis arriver au niveau de la malléole externe, au niveau du pied. Et là c'est pareil, les différents professionnels regardent si la posture est plutôt en avant ou en arrière, quelle partie du corps est plutôt en avant, en arrière de ce fil à plomb. Alors aujourd'hui ils utilisent des ordinateurs, ils prennent une photo, l'ordinateur tire les lignes, mesure les degrés précis, voilà. On n'est plus dans le fil à plomb. Mais vous voyez l'image du fil à plomb. L'idée de Mazgutova pour définir ce réflexe de gravité, c'est d'imaginer ce fil à plomb, en fin de compte, comme un pendule qui passerait au centre de mon corps, au milieu du crâne, comment on appelle ça, à la fontanelle supérieure, qui passerait à ma fontanelle, évidemment que nous n'avons plus, mais qui existe chez les bébés. Donc d'imaginer ce trou en haut du crâne, et qui descendrait au centre de notre corps, et puis qui arriverait quelque part au niveau du périnée, vers l'anus ou quoi, qui nous traverserait comme ça. J'aime bien dire, désolé pour l'image triviale, c'est comme on embroche un mouton pour faire le barbecue. Voilà, pour faire le méchoui. Bon bah, c'est exactement ça. Désolé pour l'image un peu rude, mais c'est ça l'idée. Évidemment, beaucoup de gens imagineraient, on sait bien que ça ne marche pas comme ça, que notre colonne vertébrale soit toute raide comme ça, toute droite comme un piquet comme ça. On pourrait imaginer ça. Pourquoi notre colonne vertébrale, elle est courbée en S, et pourquoi notre colonne vertébrale n'est pas toute droite? Eh bien, évidemment, nous on dirait, bah tiens, on ferait voilà, un piquet comme ça, puis on organiserait le corps humain autour d'un piquet. Ben non, ce serait beaucoup moins efficace. Pour la marche, pour la posture, pour tout un tas de choses. En fait, la courbure en S va permettre de stocker de l'énergie quand on marche, quand on court, quand on saute, de pouvoir organiser le corps de manière beaucoup plus efficace que tout droit. D'ailleurs, on ne trouve aucun animal qui a une colonne vertébrale raide. C'est toujours avec des courbures, alors qu'ils ne sont pas les mêmes, évidemment, si on est comme nous sur nos deux pattes arrière, verticales, ou qu'on soit un quadrupède. Mais il va y avoir quand même des courbures, soit en syphose, soit en lordose, où nous avons les deux,
On a 2 courbures. Donc voilà. Et ça, c'est beaucoup plus efficace en fait pour faire face aux forces biodynamiques, on pourrait dire, posturales. Alors du fait, les spécialistes de la posture nous disent bien que si on imagine cette ligne qui passe à travers nous de la tête au périnée, et qui continue jusque entre les 2 pieds, hein. Vous vous rappelez des profs de gym qui parlaient du polygone de sustentation. Cette ligne, elle ne suit pas la colonne vertébrale. Elle va à un moment donné passer en avant de la colonne vertébrale, ou plutôt je devrais dire la colonne vertébrale va être en arrière de cette ligne ou en avant de cette ligne, selon qu'on est à la zone dorsale ou à la zone lombaire. Donc de profil, ça va, la colonne vertébrale va passer en avant, en arrière de cette ligne. Et évidemment, si vous avez une scoliose, elle va aussi aller de part et d'autre, de droite ou de gauche de cette ligne. C'est donc en fait pas une ligne réelle, c'est une ligne de force, c'est une ligne de gravité. Et mon corps s'organise, quand je dis mon corps, c'est toutes mes chaînes myo-faciales, posturales, etc., s'organisent entre la droite, la gauche et l'avant-arrière pour maintenir ma posture debout, quoi. C'est aussi simple que ça. Évidemment, tout ça devra s'organiser encore plus, enfin de la même manière, mais de manière plus combinée avec tout le reste du corps pour quand je vais marcher. Donc cette ligne, elle part du sommet du crâne, elle passe par le cou, au niveau de la première vertèbre cervicale, elle va traverser le tronc et rejoindre la 4e vertèbre dorsale, puis à nouveau la 8e vertèbre dorsale, et puis la 10e, elle va arriver au centre de la masse corporelle, traverser la 2e vertèbre sacrée, et puis va arriver juste derrière la symphyse pubienne, donc derrière, à l'intérieur du pubis, c'est logique, vers le centre du corps, et puis ensuite se retrouver au niveau du genou, et puis voilà quoi. Donc moi je ne vais pas vous en dire plus, mais parce que c'est pas du tout mon métier, et je ne maîtrise pas du tout ce sujet, mais les podologues, ils savent que par exemple, le tibia, par rapport à cette ligne, forme un angle de 85 degrés, etc. Bah oui, le tibia, il ne doit pas être tout raide, tout droit, les genoux sont déverrouillés, je ne dois pas avoir les genoux verrouillés. Donc il y a un léger angle qui est fait, qui permet aux muscles du corps de s'insérer, qui crée une petite traction permanente grâce entre autres aux mollets, aux solaires. Donc il y a des muscles très importants ici. Et cette bonne organisation de cette ligne va permettre les bons mouvements du corps entre droite-gauche, avant-arrière et les mouvements de rotation. Parce qu'évidemment les rotations vont se faire selon l'axe de cette ligne. C'est pas une ligne imaginaire, évidemment là c'est une ligne imaginaire, on doit la visualiser, mais c'est une réelle ligne de vecteur de force du fait de la gravité. Donc cette ligne existe véritablement. C'est comme quand vous tenez une ficelle, je disais un pendule, un fil à plomb, elle existe cette ligne. Vous mettez un poids, il est tiré par le centre de la Terre et vous avez une ligne qui est créée par rapport à ce centre de la Terre, à 90 degrés exactement par rapport à la surface du sol. Et c'est donc complètement perpendiculaire au sol, cette ligne de gravité qui tire vers le centre de la Terre. Nous, ça existe véritablement, mais c'est un vecteur de force. Et donc tous nos muscles, pour nous faire tenir debout, pour nous faire bouger, toutes nos chaînes musculaires, toute notre organisation se fait par rapport à cette ligne de force. Donc il n'est pas du tout fictif, ce n'est pas une invention de l'esprit, c'est quelque chose qui existe et qui est complexe et qui est apprise par les gens qui s'intéressent à la posture, comme les kinés, les podologues, etc. Alors, pourquoi ça nous importe, nous ? Ça nous importe pour énormément de raisons, parce que c'est à partir de là que je vais bien pouvoir ériger mon corps, tenir debout correctement, créer ma coordination corporelle, la marche par exemple. J'aurai une bien meilleure marche si cet axe est bien défini en moi et que mes muscles et tout s'organisent bien autour de cette ligne de force, et puis que je vais bien coordonner bras et jambes en opposition, etc. Donc c'est toute la coordination du système musculaire, avec ce qu'on appelle les agonistes, les antagonistes, etc. Le bon tonus musculaire, parce que s'il y a un déséquilibre par rapport à la perception de cette ligne, il va y avoir des excès de tonus musculaire ou des manques de tonus musculaire à certains endroits. C'est tout ce qui est la bonne mise en place de la colonne vertébrale, mais évidemment, qui dit bonne mise en place de la colonne vertébrale dit je redresse la tête, je regarde, je peux projeter ma voix, la fameuse colonne d'air des chanteurs et des orateurs, etc. C'est une ouverture au monde, je peux me tenir bien érigé quand je suis à l'école, bien assis, donc j'ai une meilleure concentration, mémorisation, etc. Je suis plus dynamique, je me sens plus dans mon axe. Enfin, vous imaginez bien tout ce que ça fait.
On a évoqué déjà beaucoup de réflexes qui sont très importants par rapport à ça, le redressement de la tête, le réflexe de protection, le réflexe tonique labyrinthique, enfin, même sans chercher loin, mais le réflexe tonique asymétrique du coup, c'est une rotation, il faut avoir cette perception de ligne, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc en IMP, on ira demander à la personne, en gros, de se mettre debout, sur ses deux pieds déjà, on va demander comment vous vous sentez à l'aise, debout sur vos deux pieds, est-ce que vous vous sentez bien équilibré entre pied droit, pied gauche? Est-ce que je me sens plus dans pied droit ou plus dans pied gauche? Est-ce que je suis à l'aise pour aller de l'un à l'autre? Est-ce que je suis bien équilibré entre avant-arrière? Est-ce que je me sens plutôt sur l'avant-pied ou sur les talons au niveau du poids du corps? Est-ce que je suis à l'aise pour passer de l'un à l'autre? Ça va être très important de ce ressenti-là, droite-gauche, avant-arrière. Bien sûr, nous n'avons pas de plateforme de stabilométrie qui permettrait d'objectiver au gramme près ou au degré près ma répartition de mes masses entre droite et gauche et avant-arrière. Et c'est intéressant, évidemment, de savoir ça. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le ressenti de la personne. Pourquoi c'est ce qui nous intéresse, nous? Sans dire que c'est pas important d'avoir le travail, évidemment, des podologues et tout, et pour éventuellement avoir une correction de type semelle ou kinésithérapie ou quoi que ce soit. Mais ce qui est surprenant, c'est que vous pouvez avoir des gens qui, quand ils vont sur cette plateforme objective de répartition entre droite, gauche, avant, arrière, on dit c'est parfait, il est tout à fait dans les normes, tout à fait parfait, posture bien organisée. Et quand on demande à la personne comment elle se sent, elle dit oh, je me sens complètement à droite ou devant ou quoi. Elle-même ne se sent pas comme ça. Alors qu'objectivement, dans le même ordre d'idée, combien de fois j'ai vu des gens qui me disaient moi je suis hyper cambré, et quand tu demandes au kiné ou à un spécialiste ou vous dites non, cette personne elle a l'air totalement pas hyper cambré, quoi. Jamais on aurait dit ça. Dans un autre registre, des gens qui disent je suis gros, et qu'il n'y a que eux qui les trouvent gros, ils sont totalement même minces, parfois même maigres, mais ils se trouvent trop gros. Donc vous voyez, il y a une différence entre la perception de moi-même, mon image corporelle, mon ressenti, et la réalité, entre guillemets, objective. Donc ça, nous, en IMP, c'est sur quoi on va travailler. Non pas la plateforme de stabilométrie, mais comment je me sens entre droite, gauche, avant, arrière. Notez que l'inverse est vrai. Il y a des gens qui, sur la plateforme, sont complètement déséquilibrés, et quand on leur demande comment ils se sentent, eux, ils se sentent parfaitement équilibrés entre droite et gauche, alors qu'on les voit qui sont complètement à droite ou complètement devant, et eux, ils disent, bon non, je suis nickel. Donc vous voyez, il peut y avoir une grosse différence entre ce que l'on voit de l'extérieur, ou ce que la plateforme nous dit, et ce que la personne ressent. Et on ne dit pas que c'est nous qui avons raison. Ce qui compte, c'est que ce que ressent la personne correspond à une réalité objectivable aussi. Donc vous imaginez que si vous êtes complètement tordu d'un côté, ça finit par être votre norme. Donc vous, ça vous semble normal d'être complètement tordu d'un côté. Donc on vous met sur la plateforme, on peut objectiver que vous êtes complètement tordu. Mais vous êtes habitué d'être comme ça, c'est votre pliage. Vous dites, bah non, moi je suis bien. Et au contraire, si on vous remet droit, vous allez vous sentir complètement penché du côté opposé. Et évidemment, ça ne sert à rien de dire, mais non, vous avez tort. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez quand on fait ça? Et puis, en IMP, on va rendre du dynamisme, on va faire différentes choses. Donc, on va faire des observations. Et puis, cette ligne, en fait, alors, là, il faudrait faire tout un cours de posturologie, il y aurait des heures et des heures d'explications, mais je vais vous donner quand même quelques indications. Ce sont des indications qu'on retrouve dans les manuels de cours d'IMP, donc je peux vous les donner. Et que moi j'ai apprises tout simplement de Svetlana Mazgutova. Dans cette mise en place de cette ligne, il y a la mise en place entre droite et gauche, et puis la mise en place entre avant-arrière. Entre droite et gauche, ce qui va être important, c'est la perception de l'os hyoïde au niveau de la gorge, des clavicules et du sternum, de la position du sacrum, de comment je répartis mon poids du corps entre droite et gauche. Mais ça dépend beaucoup de mes rotations de hanches. Selon que j'ai les hanches plutôt en rotation interne ou externe, ça va modifier mes masses corporelles entre la droite et la gauche, évidemment, et on verra évidemment entre l'avant et l'arrière. Il y a évidemment l'alignement de la colonne vertébrale. Si j'ai une attitude de type scoliose, ça va affecter, vous comprenez bien, entre ma droite et ma gauche. La tête, évidemment, la tête c'est très lourd et elle est tout à fait en haut. Si j'ai la tête légèrement inclinée à droite ou à gauche, et ça peut être dû à un réflexe tonique asymétrique du cou, ça peut être dû à autre chose, ça va affecter toutes ces perceptions de cette ligne-là. Et puis, entre l'avant et l'arrière, ça va être évidemment
le fait d'être un peu penché en avant, en arrière, d'être avachi, ou rouler vers l'avant, ou tirer en arrière un peu au garde à vous, ça sera éventuellement lié à des réflexes comme le réflexe tonique labyrinthique, comme le réflexe de Landau, comme le réflexe de redressement statique. Puisque ces réflexes sont des réflexes archaïques, eux vont conditionner la bonne mise en place de ce réflexe. Il y a un réflexe de vie. La position de la tête, donc là la position de la tête entre avant-arrière, encore une fois on a le RTL, mais on a aussi le Moro, très important, qui peut affecter ça. Et puis évidemment la position du sacrum. Si mon bassin est plus antéversé ou rétroversé, mon sacrum va être plus basculé vers l'avant et vers l'arrière. On a vu que cette ligne doit passer par S2. Mais si mon sacrum est trop antéversé ou trop rétroversé, il ne passera plus par S2. Donc il y aura un déséquilibre que je devrais compenser en cambrant plus, en me voûtant plus ou en positionnant plus ma tête en avant ou en arrière, selon que je suis plus anté ou rétroversé. Là aussi, évidemment, la rotation des jambes, si j'ai mes deux jambes et non pas que une, dans le cas de droite-gauche, c'était une jambe plus en rotation interne que l'autre, ça m'affecte entre droite et gauche. Mais si c'est mes deux jambes plus ouvertes en rotation externe ou mes deux jambes plus fermées en rotation interne, je vais déplacer plus mon poids du corps, obligatoirement vers l'avant ou vers l'arrière. Donc oui, tout ça c'est des tas de petits paramètres, et en IMP on apprend un peu à les observer sans devenir des podologues, des posturologues ou des kinés, mais évidemment dans nos formations on a énormément de podologues, de posturologues et de kinés, donc tout ça leur parle énormément, et ils vont pouvoir croiser ces informations avec ce qu'ils connaissent déjà dans leur métier. Évidemment la différence va être que nous on va rajouter des observations de ressenti vis-à-vis de la personne, d'autres observations qu'on va faire, et puis ensuite on va faire un remodelage qui est censé un peu normaliser ces choses-là, quoi. Alors vous imaginez bien que cette ligne de gravité, c'est comment j'organise mon corps face à la gravité qui va finir par faire cette ligne qui passe par ces différents endroits de mon corps, etc. Et toutes les répartitions avant-arrière. Chez le bébé, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Pour la bonne raison qu'au départ, le bébé, les expérimentations qu'il a de la gravité, ce n'est pas du tout lié à la verticalité. C'est lié au fait que le bébé est plaqué par la gravité entre le devant et le derrière de son corps. Typiquement, vous imaginez le bébé sur le ventre de sa mère ou en train de téter, c'est comme ça qu'il va expérimenter beaucoup la gravité. Et puis il sera posé dans son lit, et où il va jouer, alors il sera soit sur le dos, soit sur le ventre, et c'est comme ça qu'il va expérimenter la gravité. Il n'est pas encore capable de se redresser. Les 3 premiers mois, il ne peut même pas redresser sa tête. Donc vous voyez que son rapport à la gravité est très différent. Il n'a pas encore de vertical. Il va ressentir plutôt des horizontales. Il va être plaqué vers le sol. Un peu comme quand nous on dort. C'est tout ce qu'il a comme expérimentation. Puis progressivement, il active ses extenseurs. Progressivement, tous les fameux réflexes archaïques jouent leur rôle tour à tour. Le Moro, le Landau, le RTAC, le RTSC et plein d'autres jouent leur rôle et font qu'il active des extenseurs, etc., etc. Il sort de l'état tout réflexe et il va vers de plus en plus de motricité volontaire, et puis il va se retourner. Et là, il va expérimenter la gravité différemment lors des retournements. Il va organiser son corps par rapport à la gravité. Puis il va s'asseoir. Il va tenir sa tête d'abord, évidemment. Puis il va s'asseoir. Là, il va expérimenter la gravité différemment par rapport à son bassin, comment tout ça s'organise, la tête et le bassin en position assise, puis en position 4 pattes. Tout change encore, vous voyez ? Nouveau repère, nouvelle organisation corporelle. Et puis ensuite la position debout, mais sans pouvoir marcher, où il se tient, il va ensuite meubler. Et là, il est un peu brinque-ballant, sa tête s'organise sur une verticale. Au tout début, vous ne le savez peut-être pas, mais le bébé, il n'a pas les courbures de la colonne vertébrale à la naissance. Il a une colonne vertébrale en C. Donc progressivement, sa colonne vertébrale, elle va se modifier. Plus il va avoir des expérimentations face à la gravité, plus la colonne vertébrale va se modifier. Et de la même manière, le bébé, quand il naît, il a les pieds plats. Il n'a pas la voûte plantaire. Cette voûte plantaire va se créer en même temps que se créent les courbures de la colonne vertébrale. Tout ça, c'est lié à la gravité. Petite parenthèse. Chez les personnes qui naissent avec une infirmité motrice d'origine cérébrale, donc avec un handicap, eux, ils n'ont pas les courbures à la naissance comme tout le monde, mais comme le danger, c'est que si on ne fait pas de la rééducation le plus tôt possible, en stimulant le bébé, en faisant tout un tas de choses que seuls savent faire les kinés pédiatriques, les psychomotriciennes et les experts dans ce domaine-là, eh bien c'est très important de le faire le plus tôt possible, parce que sans quoi l'enfant va se retrouver grand, sans avoir mis en place ses courbures. Et ce sera trop tard. Et s'il n'a pas mis en place ses courbures, que ce soit au niveau du pied ou au niveau de la colonne vertébrale,
il ne pourra jamais refonctionner normalement plus tard, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne pourra jamais marcher ou quoi, mais il aura une colonne vertébrale complètement non organisée qui l'affectera toute sa vie. Donc c'est très important d'agir le plus tôt possible, de faire de la prévention le plus tôt possible et de la rééducation le plus tôt possible chez les enfants porteurs de handicap. Donc qu'est-ce que j'ai en train de dire? Voilà, le bébé, il va progressivement organiser toute sa posture face à la gravité dans différentes positions. Il faut vraiment imaginer que dès la naissance, la gravité, c'est une source constante de stimulation pour permettre, voilà un mot magique, aux muscles antigravitaires de se mettre en place. Parce qu'on a tout un tas de muscles qui sont antigravitaires. Alors je vais vous en citer quelques-uns, parce que je trouve ça très intéressant. Ces muscles antigravitaires, on nous dit que ce sont les muscles qui nous permettent de tenir debout face à la gravité. Voilà, vous savez très bien que si j'attrape quelque chose et que je fléchis mon bras, c'est le biceps. Si j'étends mon bras, c'est le triceps. Pour marcher, là, je suis en train d'utiliser mes quadriceps et mes fessiers, et mon psoas. Ok, on sait ça. Mais quels sont les muscles qui interviennent quand vous êtes juste debout sans bouger? Il y a forcément des muscles qui se branchent. Sans quoi vous tomberez au sol comme une poupée de chiffon. Il y a forcément des muscles qui me font tenir debout. Je ne les contracte pas volontairement. Et j'ai même pas conscience, ou très rarement conscience, de la contraction de ces muscles. Alors je dis très rarement parce qu'on peut les sentir. C'est une expérience que j'aime faire, c'est d'aller dans un bus, dans un autobus, et de rester debout dans le bus. Et vous restez debout, vous pouvez vous mettre de profil par rapport au sens de la marche, ou en face au sens de la marche. Vous tenir à une barre, bien sûr, on ne veut pas que vous tombiez. Mais qu'est-ce qui se passe quand le bus se met à accélérer ou à freiner ou tourne à droite, tourne à gauche? Vous allez sentir plein de muscles qui s'activent dans vos corps. Comment toutes vos chaînes, évidemment parce que là il y a une contrainte beaucoup plus forte qu'habituellement, juste pour rester debout sans tomber, tenez-vous à la barre, parce que des fois les bus ça tourne vite. Et vous allez sentir toutes vos chaînes antéro-postérieures et latérales s'activer fortement pour vous permettre de rester debout face à la gravité dans un véhicule en mouvement. Donc là, on le sent. Mais en temps normal, on ne le sent pas vraiment. Ces muscles-là, ils nous tiennent debout. Puis comme ils sont tout le temps activés, on ne les sent pas, quoi. Il est dit que, par les posturologues, etc., que ces muscles n'utilisent que 15% de leur tonus. Parce que ce sont des muscles qui vont nous servir à nous déplacer aussi, évidemment. Mais quand on reste sans se déplacer, ils n'utilisent que 15% de leur tonus. Donc c'est très léger, c'est tout doux. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des oscillations, parce qu'il faut que les muscles, c'est des contractions et des décontractions permanentes, des ajustements permanents. Pour ceux qui font de l'IMP, c'est très intéressant de savoir que ce sont des contractions qu'on appelle isométriques. Même longueur. Si le muscle se contracte plus, ça devient concentrique et il y a un déplacement dans un sens. Et s'il se contracte moins, ça devient excentrique. Le muscle s'étire et c'est un déplacement dans un autre sens. Donc quand je contracte mon biceps et que ma main se rapproche de mon épaule, c'est une contraction concentrique. Quand au contraire quelqu'un me tire sur ma main et que je résiste avec mon biceps, mais qu'il arrive à étendre mon bras progressivement, c'est une contraction excentrique. Et si je tiens mon biceps à 90 degrés, enfin ma main à 90 degrés par rapport à mon bras, mon avant-bras par rapport à mon bras, c'est isométrique, c'est une contraction constante sans déplacement. En IMP, on connaît bien ce mot parce qu'on utilise des remodelages isométriques pour intégrer les réflexes, entre autres choses. Donc les muscles dits antigravitaires utilisent une contraction isométrique, c'est-à-dire il n'y a pas de déplacement, juste avec un petit tonus. Et ce tonus, on nous dit, devrait être de 15%. Évidemment, si vous utilisez plus, il va y avoir des déséquilibres au niveau postural et de la fatigue et tout un tas de choses. Le muscle le plus connu, si on part de bas en haut, c'est les fameux, et qui interviennent donc dans le réflexe, dans la réaction de gravité, c'est en commençant par en bas, le muscle solaire. Donc le muscle solaire, c'est celui qui est au niveau du mollet. Donc dans le mollet, en fait, on parle de triceps sural, ça veut dire triceps de la jambe. Vous connaissez le fait qu'il y a un triceps au niveau du bras, il y a un triceps au niveau de la jambe, c'est le mollet. Et le mollet, il y a d'abord les fameux jumeaux, qui font le galbe du mollet. Donc les jumeaux, comme leur nom l'indique, ils sont deux, à droite et à gauche. Vous voyez comment il fait un mollet. Et puis sous ces jumeaux, il y a un autre muscle plus profond qui s'appelle le solaire. Et donc ces trois muscles forment le triceps de la jambe. Voilà. Donc c'est pas les jumeaux qui interviennent pour la stabilisation de la posture, c'est plus les solaires.
Puis ces solaires, en remontant, ils sont connectés aux fameux ischio-jambiers, que vous connaissez bien, les ischio-jambiers. Donc ça crée une chaîne au niveau de tout l'arrière de la jambe, entre, bonjour, entre solaire et ischio-jambier. On a donc une continuité là. C'est au niveau des jambes. Et puis si on remonte, il y a un muscle très important, très important, qui est le muscle puborectal ou releveur de l'anus. C'est très important. C'est un muscle, comme son nom l'indique, qui s'accroche à l'anus. Quand vous voulez retenir un besoin, vous pouvez contracter ce muscle, relever l'anus. Et ce muscle, il doit bien s'accrocher à une surface solide, stable. Donc là, il y a différents... Alors, en fait, au niveau du plancher pelvien, je devrais dire le plancher pelvien de manière générale. Le plancher pelvien, vous voyez, c'est comme un hamac. Et puis, il y a certaines parties qui s'attachent au pubis et d'autres qui s'attachent plutôt au niveau du sacrum. Et là, ça va créer une stabilité entre l'avant et l'arrière, c'est-à-dire entre le pubis devant et le sacrum derrière. Alors, vous voyez bien que si on a un hamac dans le bas du corps au niveau du bassin qui est très important pour le soutien de tous nos organes, pour la reproduction, pour tout, ce hamac-là, le fameux plancher pelvien, il a des points d'attache devant et derrière qui est le pubis et le sacrum. Si ces muscles sont hyperactifs, vu qu'ils vont s'accrocher sur... Alors le pubis, il ne peut pas bouger, mais le sacrum, oui, il peut basculer. Et donc le sacrum va avoir tendance à basculer plus vers l'avant et d'entraîner le bassin dans un mouvement plus vers l'avant et ou plus vers l'arrière. Pardon, pas et ou, là, ça marche pas. Ou vers l'arrière. Et donc vous imaginez bien qu'à ce moment-là, on va avoir plutôt tendance à de l'antéversion ou de la rétroversion. Et donc ça va modifier toute la posture. Donc il ne faut absolument pas oublier ce fameux muscle releveur de l'anus ou de manière plus globale, le plancher pelvien. Le plancher pelvien a un impact majeur sur l'érection de la colonne vertébrale. Majeur. Et donc ça, c'est quelque chose à ne pas oublier. C'est très important d'avoir cette notion-là. Et puis plus haut, on va voir tous les muscles, alors là, globalement, qu'on appelle extenseurs de la colonne vertébrale. Donc là, il y a plein de muscles qui s'occupent de maintenir en place, verticale, organiser notre colonne vertébrale. Ok, tout ça, c'est bien beau, mais la tête doit être organisée ni trop en avant, ni trop en arrière. Et les muscles principaux qui maintiennent la tête dans l'axe, et d'avoir la tête sur les épaules, c'est les fameux, alors les spécialistes les appellent les SCOM, S-C-O-M, ça veut dire sternocléido-occipito-mastoïdien. La plupart des gens le connaissent sous le nom les sternocléido-mastoïdiens, ou les sternos, on dit, mais c'est les SCOM. Ça veut dire, c'est lié, ça s'accroche devant entre le sternum et la clavicule, à l'angle sternum-claviculaire, et ça monte en biais, en diagonale, jusqu'à l'arrière du cou, évidemment occiput et mastoïde, c'est l'arrière au niveau de l'occiput. Donc occipito-mastoïdien, ça veut dire 2 points d'attache devant, 2 points d'attache derrière. On va bien avoir un muscle qui va de devant, sternum-clavicule, à derrière occiput. Donc si ce muscle, on va dire, ne se contracte pas assez, la tête part en arrière. S'il se contracte trop, la tête est trop en avant. Donc il y a un équilibre permanent. Et comme la tête, c'est le point le plus lourd et le plus en haut, et bien évidemment, vous imaginez que si c'est un peu trop en avant ou trop en arrière, toute la ligne de gravité va être affectée. Donc voilà, on a les muscles principaux de l'organisation de la posture sont les solaires, les ischio-jambiers, le releveur de l'anus, les muscles extenseurs de la colonne vertébrale et les SCOM. Maintenant, évidemment, si je suis entraîné vers l'avant, on va plus avoir les solaires, les ischio-jambiers, les fessiers et les muscles paravertébraux qui s'activent. Si je suis entraîné par la gravité vers l'arrière, c'est plutôt les jambiers antérieurs, les quadriceps et les abdominaux qui s'activent. Et si c'est plutôt sur les côtés, c'est les jambiers, les péronés, les abducteurs et les adducteurs de la hanche et les abdominaux. Donc ça, c'est très important. Ça permet de tenir debout en équilibre. Donc tous ces petits muscles-là s'ajustent en permanence pour faire face à la gravité. Et c'est en fin de compte eux qui permettent la bonne organisation de la ligne de gravité. Alors, je suis en train de réfléchir si on a bien dit un petit peu tout. Et je crois qu'on a dit un petit peu tout sur le sujet. Évidemment, le plus important pour nous, c'est pas toute cette théorie et tout ce discours autour de la ligne de gravité, c'est de comprendre comment ça s'organise avec les réflexes. Cette ligne de gravité, comme je l'ai dit, chez le bébé, elle ne se met pas en place du jour au lendemain. Ça met largement 2 ans à s'organiser, largement. Pourquoi ? Parce que le bébé, certes, il se met debout
vers 11 mois, tout ça, et puis ensuite il va faire ses premiers pas vers 12-13 mois, et puis ensuite il va marcher, et puis il va courir, et puis toute cette ligne s'organise de mieux en mieux. Donc évidemment, plus un enfant a la possibilité de jouer, de bouger, de courir, de sauter, de grimper, de se retourner, de faire toutes ces activités-là, plus il va pouvoir organiser tout ça. Et puisqu'on a déjà dit encore et encore que c'est quand les muscles quand les réflexes posturaux, les réflexes de vie sont bien en place, qu'on peut bien abandonner les réflexes archaïques. C'est la distinction qu'on fait en IMP entre réflexes archaïques inhibés et réflexes archaïques intégrés. C'est deux phases différentes. Inhibé, c'est que le réflexe archaïque, il arrête de s'activer parce que logiquement, doit se mettre en place d'autres stimulations plus efficaces, d'autres réactions plus efficaces. Et en l'occurrence, les réactions de vie. Et donc, ça marche dans les deux sens. Si, évidemment, pour des raisons X ou Y, mes réflexes archaïques ne peuvent pas s'inhiber parce qu'ils n'ont pas bien émergé, parce qu'ils n'ont pas été exercés, parce qu'il y a du stress dans le développement de l'enfant, etc., ces réflexes archaïques restent présents. S'ils restent présents, ça va gêner la mise en place des réflexes de vie, parce que ça ne peut pas facilement coexister. Et donc on va se retrouver avec la présence de réflexes archaïques qui empêchent la bonne mise en place de réflexes de vie. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Si je n'ai pas assez de stimulation de mes réflexes de vie, que je ne prends pas plus confiance en moi par le fait que je joue, je saute, je cours et qu'on me permet de le faire, je ne pourrais pas lâcher mes réflexes archaïques. Donc vous voyez, il y a une double vision des choses. Et nous, en IMP, on a cette double vision, c'est-à-dire qu'on va pas se contenter de travailler comme beaucoup le font exclusivement dans certaines approches que sur les réflexes archaïques. On va regarder les réflexes archaïques et les réflexes de vie, mais au même niveau. C'est-à-dire lors d'une premier rendez-vous avec quelqu'un, on peut être amené à regarder plus l'aspect réflexe archaïque ou plus l'aspect réflexe de vie, ou encore tout à fait autre chose, parce qu'en IMP, on a plein d'autres portes d'entrée, on n'a pas que les réflexes. On peut regarder les 5 resets, comment la personne bouge et fait ses 5 resets, on peut regarder les réflexes du visage, on peut regarder des choses autour de la naissance, il y a plein d'autres choses, il y a plein de portes d'entrée, une dizaine de portes d'entrée en IMP. Réflexe archaïque, réflexe de vie, c'est une porte d'entrée. C'est là aussi une spécificité en IMP. Donc, pour en revenir et pour terminer sur le sujet du réflexe de gravité, pour que le réflexe de gravité fonctionne bien, on a donc un certain nombre de conditions, que plein de réflexes archaïques se soient mis en place et émerger évidemment quand il fallait, mais surtout et jouer leur rôle, qu'on a laissé le bébé intégrer ses réflexes, si je puis dire. Pour ça, c'est prendre un peu tous les conseils qu'on a pu donner et d'étudier tout ce qu'on a pu voir d'ores et déjà sur tous les réflexes archaïques. Je pense en particulier par rapport à l'organisation posturale, à des réflexes comme le réflexe spinal de Pérez, le réflexe de Landau, le réflexe de Moreau, le réflexe tonique labyrinthique, le réflexe de redressement statique. Tous ces réflexes-là, et d'autres encore, vont progressivement laisser place à des réactions de vie comme le fameux réflexe de gravité. Donc l'importance de la petite enfance, de laisser les enfants bouger, sauter, courir, être allaités longtemps, tout un tas de choses. Et pas d'utiliser des dispositifs de style baby, relax, comme on appelle ça, des transats, etc., qui empêchent les enfants de bouger, de se retourner, de se mettre à quatre pattes, etc. Donc éviter ce genre de choses. Donc suivre tous les conseils qu'on donne habituellement. Et puis surtout, laisser l'enfant beaucoup aller dehors, grimper, sauter, courir et tout, pour organiser ses réflexes de vie. Pourquoi ça a l'air si important que ça ? Parce que c'est grâce à ces réflexes de vie qu'il va pouvoir organiser sa posture pour plus tard lire, écrire, mémoriser, se concentrer, etc. Donc si votre objectif, c'est aussi, pas seulement, mais aussi que votre enfant réussisse bien à l'école et une bonne éducation, on va dire ça comme ça, ne me demandez pas mon avis sur ce que je pense de l'école et tout, on sera mal barré. Mais on veut que nos enfants, par rapport aux critères de la société, réussissent aussi à l'école. Pas seulement, mais on veut qu'ils soient heureux, on veut qu'ils soient en équilibre, on veut qu'ils n'aient pas de douleurs et de choses corporelles et de maladies, on veut qu'ils soient bien dans leur tête, qu'ils sachent gérer leurs émotions et tout, il y a plein de choses. C'est compliqué, mais on veut aussi qu'ils réussissent bien à l'école pour avoir plus de choix dans la vie, faire des études, machin, choisir un métier, gna gna gna. Ok. Mais ça là, la lecture, l'écriture, les mathématiques, la concentration, ne peut fonctionner correctement que si j'ai une bonne base corporelle, proprioceptive, tactile, coordination, si j'ai développé un bon schéma corporel. C'est le principe de ce qu'on appelle la psychomotricité.
la psychomotricité, on va travailler sur des enfants qui ont des difficultés, y compris au niveau psychologique, psychique, émotionnel, en travaillant sur la motricité. Parce que c'est comme ça qu'on s'organise. D'abord la motricité, qui devient le support pour la cognition. Un enfant dit 10 ou en déséquilibre, en difficulté au niveau scolaire, aura toujours un déséquilibre. C'est toujours accompagné c'est Patrick Kersia, le docteur Kersia, l'université de Dijon qui explique bien ça dans son diplôme universitaire, sera toujours accompagné d'une dysproprioception, donc d'un déséquilibre proprioceptif, d'une capacité à bouger, à s'organiser. Ça va affecter son schéma corporel, parce que ça c'est prioritaire pour le corps. Donc plus je vais renforcer le schéma corporel, la proprioception, le système tactile, la coordination, le bon tonus musculaire, plus j'ai une bonne base, ça ne fait pas tout. Bien sûr, il y a ce qui se passe au niveau émotionnel, psychique, le QI, le ceci, le cela. Bien sûr, ça ne fait pas tout, mais c'est ça qui est la base. Donc si je n'ai pas cette base, ça va être très difficile, voire impossible, de réussir dans des activités comme la lecture, l'écriture, la concentration, etc. Donc, ce réflexe ou réaction de gravité, qui me permet d'avoir un axe entre droite et gauche et avant-arrière, comme je l'ai dit, c'est cet axe qui va permettre la bonne coordination du corps, utiliser la tête, tourner la tête pour écouter, regarder devant moi, communiquer. Et donc c'est une base indispensable. Autrefois, il était hors de question de laisser les enfants mal se tenir à l'école. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les enfants se tiennent bien. Il n'y a plus d'enfants qui se tiennent bien. Ça n'existe plus. Or, c'est une catastrophe. On a le taux de dyslexie, le taux de troubles scolaires, le taux de troubles TDAH qui explose littéralement. Et c'est toujours accompagné d'un trouble postural. Dès qu'on va améliorer la posture, on va améliorer les choses. Mais je n'ai pas dit que c'était la cause de tous les problèmes et que de tous les TDAH et tous les troubles 10. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si je n'ai pas la bonne posture, je ne pourrai pas aller du bon côté des choses. Et en IMP, on considère que la posture, c'est réflexe. Donc, ça ne sert à rien de dire à l'enfant « tiens-toi bien ». Ah, il y a un mauvais réflexe de gravité, tiens-toi droit, bien. Si vous dites à quelqu'un « tiens-toi bien », il va se rigidifier. Or, on a vu que les muscles agravitaires, antigravitaires, c'est que 15%. Je ne peux pas volontairement activer que 15% de ces muscles. Ah tiens, ischio-jambier, 15%. Ah tiens, solaire, 15%. Ah, releveur de l'anus, comment je le contracte comme il faut. Ah, extenseur. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent se contracter correctement que parce que j'ai des expériences de mouvement quotidiennes. Parce que tous les jours, je bouge, je fais du sport, je nage, je grimpe, je saute partout, je vais par terre, je vais sur un trampoline, je grimpe aux arbres. C'est ça qui va organiser la posture. Il n'y a pas d'autre secret. Plus tard, vous pouvez faire du sport si vous voulez. D'abord marcher, faire le jogging, nager, salle d'escalade, pilates, yoga, ce que vous voulez, mais il y a besoin de stimulation quotidienne. On ne peut pas faire cette économie-là. On le sait aujourd'hui, les enfants qui, ne serait-ce que ça, étude qui a été faite en France, en Écosse et aux États-Unis, reproduite dans ces plusieurs pays, les enfants qui vont à l'école à pied ont de meilleurs résultats scolaires que ceux qui sont amenés en voiture. Ça devrait nous suffire pour dire « n'amenons pas nos enfants à l'école en voiture ». Ah mais j'habite à 10 km, il ne peut pas faire 10 km. Certes, ça fait beaucoup, mais rien ne vous oblige de faire les 10 km en voiture. On peut très bien laisser nos enfants à 1 km et ils peuvent faire quelques minutes de marche à pied. Ça va changer tout pour eux. Oxygénation, cerveau, posture. Et on a vu compétences sociales, parce qu'ils vont discuter sur la route avec d'autres enfants, et ça développe des choses au niveau émotionnel et au niveau social. Et, quelque chose qui n'était pas attendu de l'étude, les enfants qui vont à l'école à pied sont globalement moins gros que les autres. Nous sommes structurés par le mouvement. Autre expérience, les personnes âgées, on sait que c'est important qu'ils activent leur cerveau. Alors on a dit, voilà, il faut qu'ils fassent des mots croisés, des sudoku et tout. Et puis il y a une expérience qui a mis en évidence que c'était beaucoup plus efficace de leur faire 20 minutes par jour de marche à pied. Dès qu'on demande à une personne âgée de faire 20 minutes par jour de marche à pied, ses compétences cognitives, mémoire, etc. s'améliorent beaucoup plus que faire des heures par jour de sudoku ou de mots croisés. Parce que oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des sudoku ou des mots croisés et ne pas activer nos neurones au quotidien. Bien sûr qu'il faut faire ça. On ne peut pas se contenter de rester comme une huître face à la télévision. Désolé pour les huîtres. On ne peut pas se contenter de faire ça. Mais pour pouvoir se concentrer et mémoriser, notre cerveau, il a besoin d'oxygène, il a besoin de coordination, il a besoin d'une posture
qui ne peut pas se créer si je ne fais que rester assis à faire des mots croisés. Donc j'ai besoin de m'oxygéner, j'ai besoin de me coordonner, j'ai besoin d'activer ma posture. Comme disaient nos ancêtres, c'était qui, les Grecs ou les Romains, un esprit sain dans un corps sain. Pour moi, tous les jours, à l'école, les enfants, puisque ce n'est pas fait à l'extérieur de l'école, devraient faire des activités corporelles, de la psychomotricité, de la coordination, du travail sur le tonus corporel, du travail musculaire, sauter, bouger, courir, grimper, etc. Ça doit faire partie du cursus. Et d'ailleurs, dans les pays où c'est fait, les enfants ont globalement de meilleurs résultats scolaires que dans les pays où c'est pas fait, comme la France, puisqu'on sait que la France c'est un des pays les plus mauvais, où les enfants ont le plus d'heures de cours par jour, le moins d'heures d'activités artistiques et sportives, et où on est à la traîne des pays, OCDE. Donc c'est une catastrophe. La France, c'est typiquement le pays où les enfants ont le plus d'heures d'école et où on réussit le moins en parallèle. Ce qu'il faut faire, et j'ai entendu dire qu'il y a eu une enquête qui a été faite cette année en 2025 qui demande au président, où le président il a réuni, et il fait encore ses semblants là, vous savez, comme il avait fait pour l'écologie, il a dit oui, on va réunir des Français, et puis tout ce que vous direz sur l'écologie, on l'appliquera. Résultat, sur les 100 propositions faites, appliqué 0. Mais il a refait le même cirque. Je ne prends aucun parti politique de quoi que ce soit, j'en ai rien à faire, mais avec les enfants, le système scolaire. Et j'ai entendu, là, ça a été rendu il y a quelques jours, la préconisation qui est faite par ces citoyens éclairés, c'est surtout pour les ados, il faut qu'ils commencent plus tard l'école. Tous les scientifiques le savent, la chronobiologie des ados est différente, ils s'endorment plus tard, ils se réveillent plus tard. Donc il faudrait commencer l'école 1 heure plus tard. Donc j'ai entendu cette préconisation. Et deuxième préconisation, tous les jours des activités artistiques et sportives, en particulier l'après-midi, puisqu'on sait que les enfants sont, en fait, la plupart du temps, l'après-midi, on fait semblant d'aller en cours, que ce soit les enfants ou les enseignants, puisque les enfants ne sont attentifs principalement que le matin. Donc au lieu de faire semblant et que tout le monde perde son temps, et surtout sa santé morale, psychique, physique, émotionnelle, eh bien la préconisation, c'est de faire des activités corporelles et artistiques. Je mets ma main coupée, je parie toute ma fortune sur le fait qu'aucune de ces mesures ne sera appliquée par les gouvernements. Voilà, si jamais ça a lieu, alors là, je sors les cotillons, les langues de belle-mère, je mets un petit chapeau pointu et je vous fais une vidéo. Mais je ne prends pas beaucoup de danger, tout comme la commission sur l'écologie a eu 0 application, la commission sur l'éducation, les enfants, par les gens citoyens, ce sera 0. Comme je le dis toujours, on n'est pas dans une démocratie, vous le savez très bien. Si c'était une démocratie, eh bien, les gens qu'on élise feraient ce que le peuple et les citoyens décident. Comme par exemple, pas d'accord du Mercosur. Tout le monde est contre, mais les politiques le passent quand même. C'est pas une démocratie. Bref, j'avais parlé une fois de dire, je ne crois pas qu'on est dans un état totalitaire, c'est pas ça, mais on n'est pas non plus dans une démocratie. C'est pas les citoyens qui décident. C'est les grosses entreprises, les gros bonnets, etc. Bref, pourquoi je m'emporte sur tout ça? Parce que je vois les enfants qui souffrent. Je vois qu'ils souffrent dans leur posture, je vois qu'ils souffrent à l'école, ils n'arrivent plus à respirer, ils ne peuvent pas redresser leur tête. Le réflexe on voit que c'est la gravité qui a gagné. Un enfant ne peut pas passer 5 heures par jour assis sur une chaise à l'école, plus 5 heures par jour d'écran, puisque c'est pour certains, la majorité aujourd'hui, les statistiques. 4-5 heures par jour d'écran pour les petits, 5, 6, 7 heures même pour les ados. On ne peut pas passer 10-11 heures assis sur une chaise à regarder un écran, regarder un livre sans en payer le prix, sans qu'on ait un déséquilibre postural majeur et des troubles de la concentration, de l'apprentissage, de l'attention, etc., etc., etc. Donc vous voyez, ce réflexe de gravité, c'est oui, une ligne, pas imaginaire, mais un vecteur de force qui nous traverse de part en part, autour de laquelle on va s'organiser, qui met en place notre posture, qui met en place notre système cognitif et tout un tas de choses. Donc pour nous en IMP, c'est absolument majeur que les kinésithérapeutes, les podologues connaissent cela. Alors peut-être qu'ils connaissent la théorie de la ligne de gravité, bien entendu, mais comment ça s'organise avec les réflexes archaïques et avec les autres réflexes de vie, comment l'observer et quelle stimulation corporelle, puisque c'est ça qu'on va proposer dans le remodelage, on peut faire pour aider. Évidemment, ça ne va pas pallier au fait que si la personne ne bouge pas, ne fait pas de sport, etc., ce qu'on va faire, ça va être un petit peu inefficace, hein, vous en doutez bien. Mais on peut quand même organiser les choses avec du travail isométrique,
global, et ça aide énormément les gens. Et dites-vous bien qu'une fois que j'ai cette organisation au niveau de mon corps, dans ma ligne de gravité, je serai beaucoup plus à l'aise pour faire mon sport, pour m'asseoir, pour faire toutes les choses que on me dit que je devrais faire, si je puis dire. Et donc ça va être un bon point de départ pour aider les gens. Évidemment, il y aura d'autres réflexes qui sont majeurs pour ceux qui connaissent déjà l'IMP. Le premier réflexe qu'on apprend, c'est l'étoile à 6 branches. Mais d'une certaine manière, on pourrait dire, commençons par le réflexe de gravité. Ce sont deux réflexes de vie, puisque en définitive, c'est là où on en arrive. Quand je suis debout ou quand je marche, je m'organise dans mon étoile à 6 branches, du centre vers la périphérie, et entre droite et gauche et avant-arrière avec ma ligne de gravité. Donc voilà pour ce réflexe majeur pour nous. Évidemment, quand quelqu'un arrive dans mon cabinet, enfant ou adulte, ou personne âgée, ou personne en situation de handicap, et pas chez un enfant, pas chez un bébé, puisque ça n'existe pas encore chez le bébé, mais chez les autres, je vais leur demander de se mettre debout, et je vais observer comment il réagit dans son axe droite-gauche, avant-arrière, et surtout, lui demander comment il se sent avec des mini-déplacements droite-gauche, avant-arrière. Pour la petite histoire, sachez que Denison fait ça, sans appeler ça réflexe de gravité, depuis belle lurette, depuis les années 80, tout début des années 80, parce qu'il évalue ainsi la dimension droite-gauche, la dimension avant-arrière. C'est-à-dire que les observations que nous effectuons pour la ligne de gravité viennent de l'éducation kinesthésique. En revanche, au niveau mais avec plus de subtilité et d'autres choses qui sont faites pour vraiment cibler cette ligne de gravité. Mais à la base, c'est ça. On n'oublie pas que Mazgutova, à la base, elle est professeure de méthode Denison, Brain Gym, éducation kinesthésique. Et que ensuite, on a affiné les choses en travaillant avec des podologues, des posturologues, des kinésithérapeutes, etc., pour affiner la compréhension qu'on a de ces vecteurs de force. Et évidemment, ce qui va être très différent, c'est au niveau du remodelage et des stimulations qui sont proposées, puisqu'en IMP, on a repris le travail de Mazgutova sur ce sujet-là, où on va avoir des stimulations de certains réflexes archaïques qu'il faut qu'ils soient inhibés, et de certains réflexes de vie qui doivent être actifs. C'est-à-dire pour le bon fonctionnement de cette ligne de gravité, on va aller regarder un certain nombre de réflexes archaïques, par exemple au niveau du pied, ça peut être, je sais pas moi, le réflexe de Babinski et tout, et puis jusqu'au sommet de la tête. Donc il y a plein de choses qu'on va aller stimuler et qui va aider beaucoup. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la réaction au réflexe de gravité. Merci beaucoup et une très bonne journée à vous.